Bonjour à tous et bienvenue au condensé des sections 1.3 et 1.4 du cours électricité et magnétisme. Je fais deux sections en un ici, tout simplement parce que ce sont séparément deux petites sections. Donc je trouvais que de les mettre ensemble, ça se faisait bien, puis c'était logique de le faire, là. Par exemple, section 1.3, la définition du champ électrique, c'est une ou deux diapos maximum. Fait que je voulais pas faire une vidéo juste pour ça. Puis la section 1.4, c'est le champ électrique produit par une particule. Fait qu'on les fait tout d'un coup dans cette section-ci. Alors, objectif de la section, définir le champ électrique. Ça, c'est essentiellement la section 1.3. 1.4, c'est calculer la force que subit une particule chargée placée dans un champ électrique connu, puis calculer le champ électrique généré en un point donné par une particule chargée. Alors, un petit peu de définition tout d'abord, parce qu'un champ électrique, c'est quelque chose d'assez abstrait. Donc, pour vous l'expliquer, on va se diriger vers YouTube, où est-ce qu'on a accès à plein de belles informations. Et là, c'est une vidéo que c'est pas moi qui a fait, je l'ai trouvée en ligne. Ça s'appelle Real World Telekinesis, comme vous pouvez voir ici, de la chaîne Minute Physics. Donc, on ne la regardera pas au complet ensemble parce que ça dépasse un petit peu là, le sujet de notre cours, mais dans la vidéo, il présente un petit peu c'est quoi le champ, juste le concept de champ. Avant de faire un champ électrique, juste un champ, c'est quoi? Fait que j'ai enlevé le son parce qu'il parle en anglais, puis moi je vais vous parler en même temps qu'on regarde la vidéo. Mais si ça vous intéresse d'avoir la vidéo originale, bien entendu, je vous invite à aller regarder la vraie vidéo au complet. C'est pas très long, là, ça dure 5 minutes. Donc essentiellement, ici, il va nous expliquer c'est quoi un champ. Donc le champ, on peut s'imaginer que dans l'espace tout autour de nous, il y a ce petit quadrillé-là. Là. Dans le fond, chaque petit carré représente une position dans l'espace autour de nous. Et à l'intérieur de chacun de ces carrés-là, on va mettre une information. Des fois, ça peut être un chiffre, des fois, ça peut être une direction. Donc, on mettrait des petites flèches, par exemple. Et donc, ce qu'on appelle un champ, c'est la collectivité de tous ces petits carrés-là. OK? Puis les champs, vous allez voir qu'il y en existe essentiellement quasiment une infinité. Ces chiffres-là qu'on met à l'intérieur, ça correspond à quoi? C'est bien beau, là, faire des petits carrés puis mettre des chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend de ce que tu mesures. Ici, il donne l'exemple que tu pourrais faire un champ de température. Où est-ce que chacun des petits carrés te donnerait la température qu'il fait à cet endroit-là. Donc là où il y a un feu, il fait très chaud, puis alentour, il fait plus froid. Il donne un autre exemple, ça pourrait être le nombre de chats dans chacun de ces carrés-là. Donc, je ne sais pas comment on appellerait ça, là, un champ de chats, là, je ne sais pas, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Après ça, il dit la même chose avec le vent. Tu pourrais faire tout un ensemble de petits carrés qui te montraient la direction du vent à chaque endroit. Et donc, tous ces petits carrés-là mis ensemble, ça s'appellerait le champ du vent, par exemple. Puis là, une infinité. Là. Un autre exemple un peu farfelu, il dit ça serait quoi la vitesse du déplacement d'un gâteau au fromage? On pourrait représenter ça aussi par le champ. Puis là, chaque carré te donnerait finalement là, la quantité d'atomes dans ton gâteau au fromage ici qui se déplace. Fait qu'essentiellement, un champ dans l'espace, c'est ça. Vous pouvez vous imaginer que tout l'univers, tout l'espace est rempli de cette espèce de petit carré-là. Puis à l'intérieur de chaque carré, on va introduire des informations. Quelle information? Là, ça dépend de ce que vous voulez. Dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est le champ électrique, particulièrement champ électrique. Fait que là, imaginez-vous qu'on a décomposé l'univers au complet en une infinité de petits carrés comme ça. Et là, dans les carrés, qu'est-ce qu'on va mettre? Le champ électrique représente quoi? Finalement, ça nous donne comme information, c'est quoi les charges électriques qui sont dans notre environnement. On va retourner au diapo. Je vais essayer de vous faire des exemples qui vont peut-être rendre ça un peu plus clair, parce que j'admets que ça reste quand même quelque chose d'abstrait. Là. On s'entend un champ électrique, c'est un outil mathématique, c'est abstrait, ça peut être difficile de mettre la main dessus. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est on va représenter le champ électrique créé par des particules toutes seules. Donc là, déjà, on est dans la section 1.4. C'est pour ça que j'avais jumelé les deux sections. Donc, notre champ électrique ici, produit par une charge négative. Donc, voyez-vous, là, tout autour de la charge négative, il y a des flèches.
comme j'avais expliqué, notre champ électrique, ça ne contient pas juste des chiffres, parfois ça peut contenir des directions. Donc on voit les petits bouts de champ électrique, ben, ils pointent tous vers la charge négative. Là, ici, on n'a pas dessiné de petits carrés, là, mais on peut se les imaginer. Là, il y aurait une ligne ici, une ligne là, puis ensuite on ferait des colonnes comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Fait que dans chaque petit carré, il y aurait une flèche. La flèche, elle donne deux informations en fait, parce que c'est un vecteur. Elle donne comme information la direction par où pointe le champ électrique, mais elle donne aussi comme information la grandeur du champ électrique. Parce que si vous regardez la grandeur des flèches, elles ne sont pas toutes pareilles. Hein? Il y a des flèches qui sont proches de la charge qui sont relativement grandes, puis plus tu regardes une flèche qui est éloignée par rapport à la charge, ben tu vois que c'est une plus petite flèche. Donc ça ici, ça veut dire que ton champ électrique est moins puissant à cet endroit-là. Donc ça serait le champ électrique là, généré par une particule qui est négative. La particule positive, c'est très semblable. La principale différence, par contre, c'est que les lignes de champ électrique, comme vous pouvez voir, ben, ils pointent dans une direction opposée à la charge électrique, contrairement à ça ici. C'est la principale différence entre les deux. Après ça, on pourrait combiner, on pourrait combiner le champ électrique créé par deux particules ensemble. Donc ici, qu'est-ce qui arrive si j'ai une charge positive et une charge négative? Bien, gardez en tête que les lignes de champ électrique doivent quitter, ils doivent partir des charges positives, comme on peut voir ici, puis les lignes de champ pointent vers les charges négatives. Donc, si à la place de dessiner une infinité de petites flèches, là, comme on a fait ici, ben, on pourrait juste dessiner des grandes flèches qui relient finalement toutes les petites flèches, juste parce que c'est plus rapide à dessiner, là. Donc, ça donnerait quelque chose comme ça. Vous voyez, on a des flèches qui sortent de la charge positive puis qui rentrent vers la charge négative. Voici un autre exemple. Les lignes de champ sortent de la charge positive et rentrent vers la charge négative. Pourquoi est-ce que ce dessin-là est différent de ce dessin-là, alors que pourtant, dans les deux cas, on a une charge positive et une charge négative? C'est une bonne question quand même, mais là, il faut comprendre que les lignes de champ électrique qui sortent et qui rentrent dans une charge, ben, c'est proportionnel à la grandeur de la charge. Fait que la première situation ici, on voit qu'il y avait autant de lignes de champ électrique qui quittaient la charge positive que de lignes de champ qui rentrent vers la charge négative. Donc, dans le fond, ce dessin-là, quand vous le regardez, c'est symétrique. Symétrique, ça veut dire que la charge positive ici a la même valeur, en valeur absolue, là, que la charge négative ici. Ce qui n'est pas le cas dans cette deuxième situation. Ici, vous voyez, là, il y a beaucoup plus de lignes de champ électrique qui sortent de la charge positive que de lignes de champ électrique qui rentrent vers la charge négative. Donc ça, ce que ça signifie, c'est que la charge positive est beaucoup plus grande, elle a une plus grande charge que la charge négative qui, elle, est plus faible en valeur absolue, là. Donc c'est ce qui explique là, ce dessin-là, qui soudainement n'est plus symétrique. Hein. Ça, c'était symétrique. Ça, c'est pas du tout symétrique. Qu'est-ce qui arrive si j'ai deux charges positives mais égales? Ça donne quelque chose comme ça. Hein? J'ai juste des charges positives ici. Fait que mes lignes de champ électrique doivent sortir, si vous voulez, là, de mes deux charges, mais elles ne peuvent pas rentrer l'une vers l'autre parce que c'est deux charges positives. Donc, ça se repousse. Vous voyez, les lignes, là, ils ne veulent pas se croiser. Donc, ça fait une espèce de force, hein? Ben oui, c'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe. Ça fait une force électrique parce que les lignes de champ électrique ne peuvent pas se croiser. Donc, on pourrait essentiellement dire que la force électrique que je vous ai appris à la section 1.1, essentiellement, elle vient de ça. Elle vient du fait que les lignes de champ électrique ne veulent pas se croiser, puis ça se repousse. OK? Fait que ça donnerait quelque chose comme ça. Bon, le champ électrique, on le symbolise mathématiquement par la lettre E majuscule. Comme je vous ai expliqué, c'est quoi concrètement un champ électrique? Ben, c'est quelque chose qui permet de comprendre et de calculer c'est quoi l'effet d'une charge sur son environnement immédiat. Donc, pour le calculer, on peut le faire. Hein. Pour les directions, ben là, il faut se fier au petit dessin que je viens de vous présenter, là. Donc, gardez toujours en tête, un champ électrique fait par une charge positive, ça s'éloigne de la charge.
Et inversement, un champ électrique fait par une charge négative, ça pointe vers la charge. Mais sinon, pour calculer la grandeur du champ électrique fait par une particule, ben, c'est ça ici, l'équation qu'il faut utiliser. Donc, c'est K, la constante de Coulomb, fois valeur absolue de la charge qui produit le champ. On fait attention, là, parce que vous allez voir très rapidement, je vais vous le présenter tantôt, là, il y a une charge qui peut créer le champ électrique, mais après ça, tu as une deuxième charge qui peut subir le champ électrique de la première charge. Donc, il ne faut pas se mêler, là. Le Q qu'on va mettre dans cette équation-là ici, c'est la charge Q de la particule qui crée le champ électrique. Divisé par R carré, où est-ce que R, c'est la distance entre la charge qui produit le champ électrique et un certain point P. Voilà. Et les unités de ça, ben, c'est des unités de Newton par Coulomb, tout simplement. Donc, on le dit ici, K, constante de Coulomb, Q et R. Bon, exactement comme je viens de l'expliquer. Attention à la notation. Là, dans mon équation précédente, je n'avais pas mis d'indice, mais rapidement, vous allez voir, on va vouloir mettre des indices pour clarifier un peu là, les situations, les exercices. Donc, si j'ai, par exemple, E, A, P, ça veut dire, c'est le champ électrique créé par la particule A à la position du point P. Et là, quand je dis la position du point P, là, le point P, il n'y a peut-être rien à cet endroit-là. C'est peut-être le vide. C'est pas grave. J'ai juste besoin d'une particule chargée pour créer du champ électrique partout autour. C'est pour ça qu'on utilise le point P. Le point P, ben, c'est un point dans l'espace. Peut-être qu'il y a une particule là, mais peut-être qu'il n'y a rien. Si j'écris E, B, P, ben là, même logique, c'est le champ électrique créé par la particule B à la position du point P. Encore une fois, point P, ça se peut qu'il y ait une particule là, ça se peut qu'il n'y ait rien, c'est pas grave. Okay? Donc là, il y a un lien entre la force électrique et le champ électrique, un peu comme je vous avais laissé voir tantôt, là, hein, quand les lignes de champ électrique se repoussent, ben, ça fait une répulsion électrique. À l'inverse, quand les lignes de champ électrique partent d'une positive vers une négative, ben là, ça s'attire, hein, parce que les lignes de champ veulent aller dans ces directions-là. Là. Donc, l'équation, c'est tout simple. On va rajouter des indices à ça, par contre, pour que ce soit plus clair. Là. Ça, comprenez bien, c'est la force subie par une particule qui est égale à Q, la charge de la particule qui subit la force, multiplié par E. E étant le champ électrique que la première particule fait. Hein? Gardez en tête que si vous voulez une force électrique entre deux particules, ben, ça prend une particule qui fait le champ électrique et la deuxième particule qui subit le champ électrique et donc qui va subir là, la force électrique. Bon, ce qu'on explique ici, c'est que l'orientation du champ électrique est la même que celle de la force électrique si on considère une charge positive B qu'on aurait placée au point P. Ce qu'on veut dire par là, c'est que supposons qu'on a une charge A qui crée un champ électrique. Cette charge A-là va créer le champ électrique qui est là, dans l'équation. Après ça, j'arrive puis je viens mettre une particule B, une charge positive B, à une certaine position. Ma particule B, ça va être la charge Q positive ici. Dans le fond, là, cette ligne de texte-là fait juste vous expliquer que si la charge Q qui subit le champ électrique est positive, bien, quelque chose de positif fois un champ électrique, ça va donner une force vectorielle dans la même direction que le champ électrique. Okay? Parce que si Q est positif, bien, le signe est positif, donc c'est la même direction. Si la charge qui subit le champ électrique est négative, donc par exemple, Q qui est ici, si on la met négative, qu'est-ce que ça fait? Bien, quelque chose de négatif fois un champ électrique, bien, ça va inverser la direction du champ électrique. Donc, la force électrique va être dans la direction inverse du champ électrique. C'est juste ça que veut dire cette petite phrase-là. De toute façon, vous allez voir, on va le pratiquer dans des exemples. Donc, si on rajoute des indices, là, juste pour clarifier un petit peu, là, ça serait par exemple la force électrique que la particule A exerce sur la particule B, bien, ça serait égal à la charge de la particule qui subit, comme je vous ai dit, particule qui subit, dans ce cas-ci, ça serait B. C'est elle qu'on a plongée à l'intérieur du champ électrique fait par la particule A. Donc, le champ électrique, bien, c'est le champ électrique fait par la particule A à la position du point P. À la position du point P, ici, on aurait mis la charge B pour voir qu'est-ce que ça donne comme force électrique. Okay? Là, je le retranscrirai pas, là, mais vous savez, on a vu juste avant cette équation-là. Vous voyez, E, K, Q sur R carré. Fait que si jamais vous décidez de remplacer le E ici par K, Q sur R carré,
ben vous retrouvez l'équation au long de la force électrique que je vous ai montrée à la section 1.2. Donc, ça va être tout simplement force électrique égale à K, QA fois QB divisé par R carré. Ben oui, c'est pour ça que ça se ressemble beaucoup, là. Ça ressemble à la force électrique. Ben oui, parce que c'est relié. La force électrique a lieu parce qu'il y a un champ électrique, finalement. OK? Donc, ici, en image, là, si je reviens sur cette petite phrase-là, là, juste pour que vous la compreniez bien, là, ici, on pourrait dire que la charge positive, ça serait notre particule A. Ici, c'est elle qui génère le champ électrique qui est représenté par toutes les flèches. Fait que si j'arrive ici, puis je place une charge ici, là, au point P, mettons que mon point P il est là, si je place une particule ici et que cette particule-là est positive, ben, on fait l'équation ici. Ma charge B multipliée par le champ électrique produit par la charge A va faire une force électrique qui s'éloigne. Hein? Donc, qui pointe dans la même direction que la flèche de champ électrique que vous avez là. Mais si par contre, ma charge que je mets ici au point en noir, si elle est négative, cette charge-là, bien là, ça va inverser parce que charge électrique négative fois un champ électrique, ça va donner une force dans le sens opposé. Et c'est logique quand on y pense parce que si je place une charge négative ici, bien, ça va faire une force électrique qui s'attire, comme on a vu aux sections 1.1 et 1.2. Fait que ça ferait une force électrique qui pointe vers la charge, si ma charge ici est négative. C'est ça la logique. Donc, attention, petite nuance importante, là, bon, ça je vous l'ai déjà expliqué, mais on revient là-dessus ici, là. Vous savez, pour qu'il y ait une force électrique, ça prend deux charges. Ça prend habituellement une particule chargée qui génère un champ électrique, donc comme ça ou comme ça. Puis après ça, ça prend une deuxième charge qui va subir un champ électrique. Et cette particule-là, ensuite, donc, va subir une force électrique dans une direction qui est la même que le champ électrique ou dans la direction opposée. Ça dépend du signe. Donc, on a un autre exemple ici. Vous voyez, on suppose ici un champ électrique qui pointe vers le bas, qui a été produit par une plaque. Là, ici, là, on ne verra pas pour le moment là, les plaques chargées, mais prenons juste pour acquis que mon champ électrique ici il pointe vers le bas. Donc, si je plonge à l'intérieur de ce champ électrique-là ma particule positive ici, bien, comme on a dit, si ma particule qui subit le champ est positive, bien, elle va subir une force électrique dans le même sens que le champ électrique. C'est ce qu'on voit ici sur le schéma. Mais si à l'inverse, je remplace ma particule positive ici par une particule négative, bien là, il faut inverser le sens de la force électrique. Donc, vous voyez, ma charge électrique ici subit une force opposée à mon champ électrique qu'elle a subi. Okay? Donc, la logique reste là. Donc, petite différence là, entre force et champ électrique. On a vu section 1.1 et 1.2, les forces électriques. Puis là, je viens de vous montrer le champ électrique. Des fois, ça peut être mêlant. On peut penser que c'est la même chose, mais non, c'est deux concepts complètement différents, là. Même s'ils sont reliés par une certaine logique mathématique, là. Une force, pour avoir une force électrique, ça prend deux charges. Hein, ça prend soit deux charges pareilles qui vont faire une répulsion, soit deux charges opposées qui vont faire une attraction. Donc, j'ai besoin de deux charges pour calculer la force électrique. On obtient donc la force ainsi faite entre deux particules. R, c'est la distance entre les deux charges. Le champ électrique, comment on obtient un champ électrique? Bien, on a juste besoin d'une charge, en fait. Tu n'as pas besoin de deux charges pour faire un champ électrique. Juste une, c'est suffisant. Une charge, tout seul, ça va faire un champ électrique partout autour dans l'espace. On obtient donc, si j'ai juste une particule, là, je vais obtenir avec la petite équation E égale à KQ sur R carré, là, je vais obtenir le champ que produit ma charge toute seule à un certain point, à point que j'appelais point P. Là. R, c'est la distance entre la particule qui produit le champ et le point P. Puis, encore une fois, je reviens là-dessus, qu'il y ait une charge ou non placée à ce point. Hein, il y a du champ électrique partout autour, même si au point P, je n'ai pas de deuxième charge, c'est pas grave. Le champ électrique à ce point-là existe quand même. Bon, quelques petits exemples ici. On va commencer par un exemple en dessin. Voilà, de retour avec mon mode tablette, ça va être mieux pour dessiner. Donc, dans l'exemple ici, on veut, pour chacune des situations suivantes en bas, dessiner
la force électrique faite par la particule A au point P et dessiner aussi le champ électrique fait par la particule A au point P. Donc, je vais commencer par dessiner les forces électriques faites par la particule A au point P. Dans les deux situations suivantes en bas, je vais faire, faire des belles lignes droites, toujours plus pratique. Donc, dans la situation à gauche, on dit considérant que les points P, qui sont en noir, là, contiennent une charge positive. Bon, ben, les forces électriques, on l'a déjà vu. Section 1.1, 1.2. Si les deux charges sont de même signe, ça se repousse. C'est le cas dans ma situation de gauche. On dit considérant que les points P contiennent une charge positive. Parfait. Donc, ça va se repousser. Fait que je vais avoir une force électrique comme ça, une force électrique comme ça, une force électrique comme ça et comme ça. Vous comprenez bien, ça se repousse. Dans la situation de droite, on dit considérant que les points P contiennent une charge négative. Bon, si mes points P contiennent une charge négative, ça va être une force d'attraction. Donc là, je vais les dessiner comme ceci. Ça va se sentir attiré par la charge positive. Voilà, ça, ce sont mes forces. Après ça, on va aller voir le champ électrique fait par la particule A au point P. Donc là, comme je vous expliquais, pour faire un champ électrique, tu n'as pas besoin de connaître c'est quoi la charge au point P. Parce que le champ électrique, il est seulement créé par la charge dans le centre. Hein? Ma charge du centre, c'est elle qui crée le champ électrique partout autour. Et on a dit que quand ma particule qui crée le champ est positive, ça fait des petites lignes de champ électrique qui s'éloignent de ma charge. Fait que là, je vais dessiner ça en rouge. Donc, mon champ électrique, dans la situation de gauche, ben voilà, ça s'éloigne de ma charge qui est dans le centre. Voilà. Mais dans la situation de droite, ça va rester la même chose. Parce qu'encore une fois, ça dépend seulement de la charge qui est dans le centre. Je n'ai pas changé ma charge qui est dans le centre, ça reste positif. Donc, mon champ électrique s'éloigne, comme ceci. Et ça revient à ce qu'on expliquait tantôt. Dans la situation de gauche, mes points P sont chargés positivement. Si ma charge qui subit le champ électrique est positive, bien, ça subit une force dans le même sens que le champ électrique. C'est effectivement ce qu'on voit dans la situation de gauche. Mais par contre, dans la situation de droite, mes points noirs, mes points P sont chargés négativement. Donc, ça subit des forces en bleu, en sens contraire de ce que j'ai dessiné en rouge, qui est mon champ électrique. C'est ça la logique. Après ça, je peux faire la même chose, ou est-ce que là, je vais changer ma charge qui est dans le centre. Là, ici, ma charge, elle est négative. Donc, même chose, là, on va faire l'inverse. On peut commencer par le champ électrique fait par les charges. Le champ électrique créé par une charge négative, ben, ça fait des lignes de champ qui pointent vers la charge. Fait que dans ma situation de gauche, ça ferait ça comme ça. Puis pour trouver le champ électrique, je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a sur les points P, parce que ça dépend seulement de la charge qui est dans le centre. Donc, même chose dans la situation de droite. Ça ne changera pas. Comme ça. Ça, c'est mes champs électriques. Maintenant, on s'en va faire les forces. Bon, là, les forces électriques, ça dépend de la particule que j'ai placée au point P. La logique étant, encore la même, si ma particule au point P est positive, elle va subir une force dans le même sens que le champ électrique. Fait que dans ma situation de gauche, pas besoin de réfléchir longtemps, ma force électrique subit... Ma force électrique, pardon, et pointe dans la même direction que mes lignes de champ électrique parce qu'au point P, j'ai placé des charges positives. Dans la situation de droite, c'est l'inverse. Au point P, j'ai mis des charges négatives, donc je vais subir des forces qui sont opposées à mes lignes de champ électrique. Donc, je dois dessiner ça comme ça. Voilà. Bon, évidemment, mes flèches ne sont pas à l'échelle, là, mais c'est juste le sens ici qui était important. Prochaine diapo, là, ça va être un exercice un peu plus au long. Donc, avec des calculs au long. Donc, on commence première section ici, en A. On dit, on fixe une particule A. C'est la particule ici, là, ma particule négative. Donc, QA. Et
moins 2 microcoulombs. On l'a fixé à l'origine. Et donc, la première question, c'est quel est le champ électrique au point P placé à x égale à 0, y égale à 4? Donc, le point P, 4 mètres juste au-dessus de ma particule là, que vous avez sur l'image. Donc, c'est quoi le champ électrique à cet endroit-là? Bon. Là, remarquez qu'on n'a pas demandé le module ou la grandeur du champ électrique. Non, parce qu'un champ électrique, c'est un vecteur. Fait que ce qu'on peut commencer par faire, c'est juste de calculer mon champ électrique, mais sans vecteur. Juste la grandeur du champ électrique. La grandeur du champ électrique, c'est KQ sur R carré, hein, qui est produit par la charge négative que j'ai ici. Donc, ce qu'on va faire, ben, K, c'est la constante de Coulomb, 9 fois 10 à la 9. Q, c'est la charge QA que j'ai dessinée ici. Donc, c'est moins 2 microcoulombs, mais on la prend en valeur absolue, étant donné que là, je suis en train de calculer le module, la grandeur. Donc, 2 fois 10 à la moins 6, ça c'est des microcoulombs, divisé par la distance entre la charge et le point P, vous l'avez sur le dessin, c'est 4 mètres. Élevé au carré. Donc ça ici, je vais rajouter les indices, j'aurais dû le faire. Là. Ça ici, pour être plus en détail, c'est le champ électrique fait par la particule A à la position du point P. Okay? C'est ça qu'on est en train de calculer. Donc, mon résultat ici, ça serait 1125 newton par coulomb. OK. Ça, c'est bien, mais moi, je veux le champ électrique. Donc, je veux le vecteur champ électrique. Fait que ce que je veux donner, c'est ça ici. E, A, P, flèche. Donc là, je veux donner le vecteur. Cette dernière étape-là va être assez simple parce que n'oubliez pas que les lignes de champ électrique produites par une charge négative, ce sont des lignes de champ qui pointent vers la charge. Donc là, au point P, je pars d'ici, puis je dessine une flèche qui pointe vers ma charge électrique. Vous voyez? Donc, mon champ électrique, il pointe dans cette direction-là. Ça, c'est EAP. Encore une fois, ma flèche n'est pas à l'échelle, là, mais ça pointe dans cette direction-là. Fait que si j'ai utilisé un axe Y, parce qu'on dit dans l'énoncé là, que ma charge est à l'origine, puis mon point P il est à Y égale à 4, là, hein, si on suppose un axe Y comme ça vertical, bien, vous voyez que mon champ électrique il pointe vers l'axe Y négatif. Donc ça veut dire qu'on pointe en J négatif. Fait que mon vecteur, ça va être quoi? Bien, ça va être ma valeur de 1125, mais que je vais mettre en moins J. Donc, mon champ électrique, vecteur, ça va être moins 1125 J. Puis je termine par l'unité Newton par Coulomb. Voilà. OK? Ensuite, j'arrive à B. On va complexifier un petit peu. Le champ électrique que j'ai trouvé à la diapo d'avant, c'est bon, c'est correct, on va le garder. Mais là, j'ajoute une autre charge. J'ajoute une charge B, qui est celle-là ici. Charge B de 3 microcoulombs. OK, à cet endroit-là, on dit qu'elle est placée à x égale à 4, y égale à 0. Fait que là, même question. Quel sera maintenant le nouveau champ électrique au point P, comme tantôt? Là, comprenez bien que mon champ électrique total au point P, étant donné que c'est un vecteur, champ électrique total au point P, ben, ça va être l'addition du champ électrique produit par la particule A et celui produit par la particule B. Fait qu'on va écrire champ électrique produit par A au point P. Ça, je l'ai déjà trouvé. Je l'ai trouvé à la diapo d'avant. Plus champ électrique produit par la particule B au point P. Ah, ça, c'est nouveau. Ça, je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, la même chose, je vais avoir besoin de trouver tout d'abord la grandeur de ce champ électrique-là, puis après, je trouverai la valeur vectorielle que je pourrais rajouter là, à mon addition ici. Donc, allons-y. Commençons par la norme, donc la grandeur. Champ électrique produit par B au point P, ça va être K, Q, B, valeur absolue, divisé par R carré. Donc, constante de Coulomb, ça ne change pas. C'est 9 fois 10 à la 9. La charge B, c'est 3 microcoulomb. Donc, 3 fois 10 à la moins 6, divisé par R. Oh, attention, là, il faut réfléchir un petit peu. Parce que mon R, c'est la distance qu'il y a entre ma charge B et mon point P. Vous voyez, c'est cette distance-là là, que je viens de tracer en noir. Et donc, cette distance-là, bon,
C'est pas compliqué, là. On s'entend, c'est juste de faire Pythagore avec la base de 4 puis la hauteur de 4. Donc, c'est pas compliqué, mais il faut le faire. Donc, je le fais rapidement ici. Donc, on fait juste Pythagore. On fait 4 à la 2 plus 4 à la 2. Puis, je prends la racine carrée ici. Comme ça. Donc, 4 à la 2, ça donne 16. Donc, 16 plus 16, ça donne 32. Donc, ce résultat-là, ça va être racine de 32. Fait que je vais le laisser racine de 32. Ça va peut-être vous sembler un peu bizarre pourquoi, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Racine de 32, ça ne donne pas un chiffre rond. Hein, ça donne un chiffre avec des décimales. Fait qu'à la place de le calculer, puis de le réutiliser, puis dans mon équation pour le remettre à la 2, regardez, je vais laisser racine de 32. Je le mets ici, racine de 32, mais mon R est élevé au carré. Comprenez que ma racine carrée, finalement, se fait annuler par l'exposant carré. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas voulu perdre du temps à aller trouver une valeur décimale. Puis et je l'ai laissé comme ça. La racine carrée va s'en aller de toute façon. Fait que la grandeur de mon vecteur EBP, on rentre ça dans la calculatrice, ça donne 843,8. C'est des newtons par coulomb. Mais là, attention. Parce que c'est un problème en 2 dimensions ici. Là. Hein? Vous voyez là, ma distance qui sépare la charge du point P, c'est une distance qui est en 2 dimensions. Ma charge B, elle est positive. Tiens, je vais faire une ligne en rouge là, ici. Là. Ma charge B, elle est positive. Ça, ce que ça veut dire, c'est que au point P, ça va faire une ligne de champ électrique qui s'éloigne de ma charge positive. Donc, vous voyez ce que j'ai dessiné en rouge, là? Ça va être mon champ E, B, P. C'est ça ici, là. Fait que vous voyez que c'est une ligne de champ électrique qui a à la fois une composante en X et à la fois une composante en Y. Hein, si j'avais à les tracer, là, en X, ça ressemblerait à ça. Puis en Y, ça ressemblerait à ça, comme ça, là. OK? On va falloir aller les trouver, ces deux composantes-là. Là. Ça, c'est EBP en X. Puis ça, c'est EBP en Y. Bon, je suis désolé, là, je manque un peu de place, là. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc, il faut que je retrouve mes composantes en X et en Y de ce vecteur-là. Là, je suis désolé, je vais devoir faire de l'espace parce que je vais en avoir besoin. Fait que je vais effacer ça ici. On y reviendra plus tard. Voilà. Donc là, ce que je fais, c'est qu'il faut que je trouve EBPX. Oups. EBPX et EBPY. Bon, pour faire ça, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin de la grandeur de mon vecteur EBP. Ça tombe bien. Je le connais. Hein, ma grandeur de EPB, je l'ai trouvé juste tantôt. C'est ce qui m'a donné 843,8. Donc ça, c'est l'hypoténuse de mon triangle. Fait que pour trouver EBPX et EBPY, j'ai besoin, ce qui me manque, c'est l'angle θ ici. Comme ça, avec mon 843,8, je vais pouvoir multiplier par cos puis multiplier par sin. Mais comme un exemple que j'avais fait à la section 1.2, l'angle de mon triangle en rouge, c'est le même angle qui est créé par mon triangle des distances que j'ai dessiné en bas. Là. Donc, hein, si je fais un triangle comme ça, c'est le même angle parce que mes deux hypoténuses pointent exactement dans la même direction. Là. Fait que je vais utiliser mon triangle de distance pour trouver l'angle θ. Puis après ça, je saurai que mon angle θ pour mon triangle rouge, c'est la même chose. Là. Donc, ce qui me reste à faire, dans le fond, je peux utiliser tangente de θ dans mon triangle en noir. Là. Tangente de θ, c'est égal à opposé sur adjacent, donc c'est égal à 4 sur 4. Donc mon angle θ, dans ce cas-ci, c'est 45 degrés. Donc si mon angle θ est de 45 degrés, ça veut dire que mes deux composantes, en X et en Y, vont valoir la même chose. Hein, donc je vais mettre mon θ qui vaut 45 ici. Je vais effacer ça pour me faire la place. Donc là, mes deux vecteurs, en X et en Y, ça va être hypoténuse 843,8 en X, il faut que je fasse fois cos de 45.
En Y, ça serait techniquement 843,8 fois sin de 45. Encore une fois, étant donné que mon angle est 45, là, c'est spécial, là, ça donne juste comme ça, là, parce que mon angle est de 45 degrés, les deux composantes vont être pareilles. Mais normalement, c'est très rare que ça arrive, ça, là. Donc, en X, ça donne 596,7 newton par coulomb. Puis en Y, ça donne 596. Ben oui, évidemment. 596,7 newton par coulomb. Je viens de le dire, c'est la même valeur. Bon. Là, j'ai pas fini par contre, parce que ça, c'est beau, c'est mes grandeurs de composantes, mais attention, mon vecteur EBP, pour le donner correctement, il faut que je le donne en fonction du petit vecteur en unitaire I et J. Là. Hein? Et donc ça dépend de la direction dans laquelle il pointe. Si vous regardez mon petit triangle en rouge, voyez-vous que EBPX pointe vers la gauche. La gauche, comme ça, là. S'il pointe vers la gauche, ça veut dire qu'il pointe vers l'axe des X négatifs. Donc, en I, la valeur de 596,7 I, il faut que je la prenne négative. C'est ça qui signifie pointe vers la gauche. Et pour ma composante en Y, vous voyez qu'il pointe vers le haut, comme ça. Ben, si ça pointe vers le haut, ça pointe vers les Y positifs. Donc, vers les J positifs, si vous voulez. Fait que mon 596,7J, lui, est positif. C'est correct. Fait que mon vecteur EBP, c'est Newton par Coulomb. Là, j'ai pas fini par contre. Parce que dernière étape, je vous rappelle que le champ électrique total au point P, ben, il faut que j'additionne ce que j'avais trouvé à la diapo d'avant. Est-ce que je peux le voir encore? Oui, je l'ai ici. Ça, c'est mon EAP qui vaut moins 1125. Il faut que je prenne ça et que je l'additionne à mon EBP que je viens de trouver ici. Ça va me donner, là, je ne le retranscrirai pas au complet, là, je pense que vous avez compris. Là. Je vais juste retranscrire la réponse. Ça va donner moins 596,7 I. Hein. Ça ne change pas parce que mon champ électrique A était seulement en Y. Fait qu'il y a seulement ma composante en Y qui va changer. Ça va devenir moins 528,3 J. Je mets tout ça entre parenthèses. Unité Newton par Coulomb. Voilà. Ça, c'est ma réponse pour mon exemple B ici. Presque fini. Dernier petit exemple. Ici, on dit on ajoute une particule C de charge moins 1,5 microcoulomb au point P. Quelle est alors la force électrique subie par la particule C? OK, très bien. Donc là, imaginez que ici, j'ai rajouté une particule QC qui vaut moins 1,5 microcoulomb. Comment je fais pour trouver la force électrique? Ben, le calcul est beaucoup plus rapide qu'il n'y paraît. L'équation que je vous ai montrée dans cette section-ci, c'est ça. La force subie par une particule que j'ai mis ici. Fait que là, on pourrait écrire ça comme étant force totale subie par la particule C. Ben, ça va être égal à la charge de la particule qui subit le champ électrique. Qui subit ici? C'est la particule C. Donc, multiplié par le champ électrique que la particule C va subir. C'est quoi le champ électrique que va subir la particule C? Ben, elle va subir le champ électrique à la fois de la particule A et à la fois de la particule B. Donc ça, ce champ électrique-là, c'est celui qu'on a calculé à la diapo juste avant. C'est ce champ électrique-là total, qui est la combinaison des deux premiers champs électriques. Fait que ça va être le champ électrique total fait au point P. Bon, on pourrait écrire point P ou au point C, là. C'est la même chose, parce que dans ce cas-ci, on a mis une charge au point C, là. Fait que c'est ça notre calcul qu'on a besoin de faire. J'ai même pas besoin de faire un dessin ou quoi que ce soit. C'est mon équation. C'est ça que j'ai besoin d'utiliser. Donc, ma charge C, là, remarquez qu'il n'y a pas de valeur absolue ici, là. C'est important, là. On garde le signe. Donc, ma charge QC, c'est moins 1,5 microcoulomb. Mon champ électrique total, ben, c'est exactement ce que j'avais ici, là. Moins 596,7 I et moins 528,3 J. Bon, fait que là, je fais ma multiplication. Je vous rappelle que quand vous faites une multiplication d'un chiffre, donc un scalaire qui est ici,
fois un vecteur, il faut distribuer le scalaire sur chacune des deux composantes du vecteur. Fait qu'on va faire moins 1,5 fois 10 à la moins 6 fois ma première portion, ce qui est en I. Ça va donner 8,95 fois 10 à la 4. Moins 4, pardon. 10 moins 4. Excusez. 10 moins 4 I. Et là, c'est devenu positif, hein, parce qu'il y avait 2 négatifs dans la multiplication. Puis, même chose pour la composante en J. On va faire moins 1,5 fois 10 à la moins 6 fois ma composante en J qui est de moins 528,3. Donc, le résultat, ça va être plus 7,92 fois 10 à la moins 4 J. Bon, là, ici, j'ai calculé une force, donc je mets ça entre parenthèses, puis je termine avec l'unité de la force, c'est-à-dire Newton.